Bonjour à tous, enchanté. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et j'espère que c'est le cas également pour vous, celui de la transmission d'une entreprise, particulièrement de l'entreprise familiale. Donc le thème aujourd'hui, préparer cette transmission, comment la réussir. Je serai votre animateur, si je puis dire. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux témoins et deux acteurs de ce sujet. D'un côté, Patrick Giry de Loison. Enchanté Patrick. Patrick, pour le présenter très rapidement, est un acteur justement de la transformation des entreprises, si je puis dire, qui transforme les bonnes idées en bon business, des entreprises de toute taille. Ça va des startups aux grands groupes et particulièrement des entreprises familiales. Bonjour Patrick. Bonjour. Voilà, et nous avons également la joie d'avoir Étienne Avril, conseiller en M&A, conseiller en transmission, jadis expert comptable, aujourd'hui voilà, reconverti avec une boutique M&A et très proche des dirigeants et évidemment des sujets de transmission particulièrement. Bonjour Étienne. Bonjour. Voilà, alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, peut-être pour lancer ce dialogue que nous allons avoir, on aura quelques slides qu'on va bien sûr partager à nos amis auditeurs aujourd'hui, c'est de comprendre un peu ce qui vous également à ce sujet. Pourquoi aujourd'hui avez-vous accepté de parler sur ce sujet de la transmission et de quelle manière vous y avez été confronté? Patrick, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots peut-être déjà? Alors, très rapidement, je crois qu'on fait tous partie d'une famille. On connaît tous les histoires de famille et quand on parle d'une entreprise familiale, il y a le mot entreprise, il y a le mot famille et moi je trouve extrêmement intéressant dans les entreprises familiales, c'est leur culture très particulière et la succession, la préparation de succession, c'est en fait l'anticipation d'une disruption et là il y a un enjeu majeur et je crois qu'il y a une responsabilité et donc une opportunité de bien faire. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on se retrouve aujourd'hui pour en parler, croiser des expériences et voir comment on peut contribuer à, je crois qu'on va parler de chiffres après, comment on va contribuer à la pérennité de l'activité économique et de la création de valeur. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Merci. Et vous, Étienne, alors vous avez peut-être un regard un peu différent, justement, et complémentaire. Oui, alors un regard peut-être un peu plus financier de par mon métier, mais effectivement, j'ai été souvent confronté à des problématiques de transmission familiale pour certains de nos clients qui se posaient beaucoup de questions autour de ça, notamment la transmission de ce capital financier avant tout, puisque l'entreprise, c'est des ambitions de réussite, c'est aussi des ambitions patrimoniales. Et quand ça s'inscrit, quand la transmission est familiale, ça pose plein de problématiques. Une équation un peu plus difficile à résoudre puisqu'il y a cette balance entre finalement le financier et le familial, l'affect. Donc c'est un sujet qui est évidemment passionnant aussi dans nos métiers. Donc je suis très heureux de pouvoir intervenir sur ça aujourd'hui également. Ravi aussi. Alors peut-être qu'on commence peut-être par cadrer un peu le sujet, notamment de donner une définition d'une certaine manière de l'entreprise familiale. On peut comprendre plusieurs choses de manière effectivement brute, si je puis dire. On pourrait dire que c'est effectivement la détention du capital, en tout cas de la majorité des droits de vote, effectivement par soit les créateurs d'entreprise, soit ceux qui ont pu effectivement en être les héritiers directs. Ça peut être la première génération, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. On va dire que le prisme qu'on va prendre aujourd'hui, c'est plutôt de s'intéresser à l'entreprise familiale qui peut demain être transmise, donc qui peut être le cas d'une première génération, ou l'entreprise familiale qui a effectivement déjà été transmise, et là on est effectivement dans les générations suivantes. Donc ça sera notre prisme. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de rappeler quel est le contexte aujourd'hui. Certains d'entre nous connaissent déjà ces chiffres, mais il est important de les rappeler. Et ces chiffres sont quand même assez éloquents. 83% des TPE, PME, ETI aujourd'hui en France sont des entreprises familiales. Alors, il y a des noms très connus. On a ici des Yves Rocher, des Bonduelle, des SEB ou des Lactalis, mais il y a des entreprises évidemment qui n'ont pas forcément autant de notoriété, qui ne sont pas forcément aussi importantes et qui sont pourtant voilà, d'une grande richesse en termes de ce qu'elles produisent, à la fois d'une certaine manière pour le produit national brut, mais aussi évidemment et avant tout pour leur famille. Ce qui est aussi important, et on en parlait quand on avait préparé ce webinaire
ici, c'est que plus de la moitié des entreprises familiales, effectivement, vont être transmises notamment pour des questions tout simplement de démographie, donc d'âge du capitaine d'une certaine manière, donc d'âge de leurs dirigeants. Ça, c'est les chiffres qui sont donnés par le Family Business Network, ce qui est évidemment assez majeur. Et donc, c'est un sujet qui finalement est un peu parfois ignoré ou sous-estimé, alors d'une part par les dirigeants, et puis plus globalement, aujourd'hui, par la société française, alors que c'est un sujet effectivement vraiment majeur. Et je ne sais pas si vous souhaitez ajouter peut-être un ou d'autres éléments à ce contexte. En tout cas, voilà le contexte qui aujourd'hui nous anime, et c'est pour ça qu'on souhaite parler évidemment de ce sujet. Alors, on va dérouler quelques points autour de cette thématique. Le premier d'entre eux, qui est évidemment sur la planification de sa succession. Alors, on a mis effectivement malgré tout, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est un sujet auquel il faut réfléchir. Patrick, peut-être pouvez-vous nous donner justement ici déjà un peu votre prisme, votre regard sur ce sujet. La grande difficulté, en fait, et les entreprises avec lesquelles je travaille, du moins, pas les entreprises, les personnes, parce que d'abord, c'est une histoire de personnes, elles sont confrontées à cette espèce d'ambiguïté. Personne n'a envie de planifier sa fin. C'est très rare. Ouais. Donc déjà, humainement, il n'y a pas une tendance naturelle à l'inscrire et à le faire. Ça existe dans un certain nombre de cas, et vous évoquiez des entreprises qui ont réussi leur transmission, mais malheureusement, les cimetières sont aussi pleins d'entreprises qui n'ont pas été transmises. Et la règle, c'est quand même l'anticipation. D'autant plus que la transmission elle peut être déclenchée par le décès et l'incapacité de la dirigeante ou du dirigeant à terme, mais un événement malheureusement fortuit. Et il y a eu des cas pendant le Covid, effectivement, d'entreprises qui ont été décapitées comme ça, prouve qu'il y a l'absolue nécessité de se préparer, et non pas se préparer au pire, mais en fait de faire un plan. Alors, on appelle ça dans les grands groupes les plans de succession. Ceci dit, c'est pas tant le plan de succession dont on parle là. Maintenant, c'est plutôt bâtir et déployer une vision long terme, oui patrimoniale, comme le disait Étienne d'ailleurs, c'est important le mot patrimonial, donc la projeter dans l'avenir, tout en agissant sur le court ou moyen terme pour l'aligner avec la stratégie. Et l'une des difficultés, c'est en fait d'avoir ce regard, ce strabisme divergent, qui est demandé aux dirigeants et à la famille actionnaire de regarder dans le long terme, de se projeter dans cette incertitude-là, et dans le court terme en même temps de s'y préparer, de le faire avec une certaine distanciation. C'est pour ça que je reviens sur la notion de faire un plan, de l'anticiper, même faire baisser le niveau d'émotion, pour que ce ne soit pas une crise, pour que ce ne soit pas une disruption subie, mais que ce soit une disruption, je dirais presque choisie. Et les chiffres qui sont sur le bas de l'écran nous disent bien que ce n'est pas gagné d'avance. Et si on veut le faire, puisque ça peut être un choix de ne pas le faire, mais si on veut le faire, si les dirigeants veulent le faire, si la famille veut le faire, là, l'impératif de l'anticipation, justement, avec moins d'émotion, avec moins d'urgence et plus d'agilité, elle s'impose. Et les cas de réussite qu'on connaît tous de ces grandes entreprises, mais je crois qu'on en connaît tous aussi d'entreprises moins visibles du grand public, mais qui sont des très jolies entreprises familiales qui continuent à créer de la valeur génération après génération, nous disent c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, oui, anticiper, même si ce n'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est de la responsabilité partagée de la dirigeante, du dirigeant, mais aussi des actionnaires. Merci beaucoup Patrick pour ces points extrêmement éloquents et parlants.
Alors, passons peut-être à l'autre point. Étienne, peut-être nous donner effectivement ce regard. On sait qu'il faut gérer la relation familiale, qu'il y a un contexte très spécifique, qui peut être très différent évidemment quand on est dans une situation de première, deuxième ou troisième génération. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote là-dessus à nous partager? Oui, alors beaucoup d'anecdotes sur ça. Peut-être pour les introduire, enfin pour introduire l'anecdote dont je vais vous parler après. Effectivement, l'actionnariat et le terme actionnariat est primordial, puisque l'actionnariat, c'est finalement, ce sont les personnes qui détiennent, qui possèdent l'entreprise. Et donc, une entreprise familiale, ce qu'il a défini, c'est quand même qu'elle soit possédée par des membres de la famille, de une ou plusieurs générations. Donc déjà, le terme actionnariat, il est très structurant pour le sujet dont on parle aujourd'hui. Et je vais ajouter la deuxième chose qui pour moi est essentielle, c'est la direction opérationnelle, puisque dans toute entreprise familiale, on a très souvent une distorsion entre les personnes qui possèdent l'entreprise et les personnes qui la gèrent au quotidien. Et ça, c'est un premier élément qui va en réalité beaucoup influer sur la facilité avec laquelle une entreprise va se transmettre ou pas, puisqu'il y a quand même des cas où justement c'est cette distorsion entre ces deux mondes, entre ces deux sphères qui complique énormément les choses. L'anecdote dont j'ai envie de parler, c'est une entreprise qu'on a accompagnée dans un projet de transmission qui, elle, par exemple, avait fait le choix depuis une génération, donc depuis 40 ans à peu près, 30 ans, 40 ans, de dire que l'ensemble des actionnaires d'une entreprise familiale ne pouvaient être que des personnes qui exerçaient une fonction. Donc, pour être accueilli dans cette entreprise familiale, il fallait contribuer à la création, à la production de valeur ajoutée au sein de celle-ci. Et eux, ça a été d'ailleurs finalement une recette qui a très bien fonctionné, puisque finalement les règles étaient très claires et ils ne sont jamais rentrés dans ce qu'on voit dans beaucoup d'autres entreprises familiales où on a un actionnariat qui est complètement différent des personnes qui gèrent, avec la problématique très fréquente qui arrive et qui dit, bah, écoutez, moi j'ai l'impression de faire plus et finalement je perçois un dividende qui correspond peu à ma qui est assez éloigné de ma contribution réelle, alors que telle personne qui a hérité de telle branche de la famille d'un lot d'actions, elle touche des dividendes très confortables chaque année, alors qu'elle ne s'y intéresse pas, alors qu'elle n'y contribue pas, qu'elle n'essaye pas de faciliter les choses et le développement. Et donc d'ailleurs, ce genre de situation, c'est justement ce qui peut d'ailleurs amener à la volonté d'une cession à un moment. C'est-à-dire que ces jalousies ou ces problématiques de répartition de la valeur ajoutée créée peut pousser un pan de la famille à dire ah ben, écoutez, on vend parce qu'on n'arrive pas à rééquilibrer les choses, on n'arrive pas à avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Donc la distinction entre les deux, c'est un vrai axe et ça doit être une réflexion qui doit être menée et des règles qui doivent, à mon sens, être fixées. Très intéressant, effectivement. On voit que c'est une fine ligne. Et puis après, évidemment, c'est important d'avoir cet alignement aussi entre les différents actionnaires pour pouvoir avoir cette justesse et cette capacité éventuellement de céder aux opérationnels ou alors de s'entendre effectivement différemment. C'est beaucoup d'enjeux. Oui, et finalement, la transmission externe, donc c'est finalement la fin de l'entreprise familiale. Donc si un jour une famille décide de vendre définitivement, ça veut dire qu'elle considère qu'il n'y a plus de repreneur au sein de la famille ou que les conditions du maintien du caractère familial de l'entreprise ne sont plus réunies. Donc effectivement, c'est pour moi le point le plus structurant. Et souvent, quand même, ce qu'on observe, c'est qu'une entreprise qui a un vrai ADN familial qui est transmise à l'extérieur, c'est très souvent un déchirement pour au moins l'un des membres de la famille, parce qu'il y a très souvent quelqu'un qui ne voulait pas que ça arrive et qui, lui, se voyait très bien reprendre, mais qui, pour des raisons, et comme le disait Patrick, un peu émotionnelles, ne se sent pas d'aller confronter la branche de la famille qui pose problème, ou etc., et qui va finalement voir un peu son bébé familial, son histoire partir, parce qu'il n'aura pas réussi à gérer cette situation, d'où aussi l'anticipation, d'où la planification, et d'où, et on va y venir après, d'où aussi la gouvernance et la manière de gérer la gouvernance pour essayer d'équilibrer tout cela.
Alors c'est vrai que oui, quand on parle de gouvernance, certains ont quand même, et notamment des grandes entreprises familiales, on pense à Famille Muliez, on pense à Hermès, etc., ont réussi à structurer les choses où effectivement pour que effectivement cette action puisse perdurer dans le temps avec des familles très élargies. Et puis d'autres ont fait des choix inverses. On pense, je sais pas, Famille Cazerin pour Longchamp. On voit que la deuxième génération avait racheté les parts effectivement des frères et sœurs, et puis que la troisième génération est passée aux commandes. Donc on voit qu'il y a vraiment plein de formats effectivement différents en fonction de la nature aussi tout simplement des familles et de leurs projets. Oui, oui, exactement. Et ça nous est même, alors peut-être pour une autre anecdote rapide, mais dans des projets de transmission familiale, nous, en tant que conseil en transmission, ça nous arrive assez souvent de travailler finalement pour une branche de la famille et pour finalement les aider à convaincre une autre partie de la famille de réaliser une opération. Donc il y a souvent aussi un peu de politique où on essaie de faire intervenir des tiers indépendants pour essayer de rationaliser un peu les choses. Ben, on regardera ça effectivement dans quelques slides aussi suivantes. Patrick, alors comment assurer finalement la pérennité de l'entreprise dans ces moments effectivement importants? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus à donner à ceux qui nous écoutent? Je ne sais pas si c'est des conseils, mais c'est un petit peu du retour d'expérience. Et je reprends d'ailleurs dans la suite de ce que disait Étienne, qui était tout à fait pertinent en termes d'exemple de difficulté de préparation à partir du moment où on a des actionnaires dormants qui effectivement touchent des dividendes, mais derrière tout ça, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le fond du fond, c'est souvent, et on le connaît tous, nous avons tous des familles dysfonctionnelles. Enfin, pas pour vous, mais pour moi, c'est clair. Une famille, par définition, est dysfonctionnelle. Il y a des tensions, il y a des non-dits, il y a des jalousies qui remontent à quelques années, à la génération précédente, ou même beaucoup plus loin. Et il ne faut pas les oublier, celles-là, parce qu'on ne parle pas d'une entreprise lambda, on parle aussi d'individus et d'une famille au sens large, que ce soit la famille de sang, ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé, pas très gentiment, mais les pièces rapportées aussi, qui n'ont pas nécessairement le même statut. Les actionnaires dormants qu'on aimerait bien sortir, mais pour faire les sortir, il va falloir financer la sortie. Et donc, assurer la pérennité de l'entreprise, c'est aussi prendre ça comme des éléments. C'est très différent d'une entreprise qui n'est avec des actionnaires qui sont tous différents les uns des autres et qui n'ont pas de relation personnelle. Donc, le point d'expérience que je vais partager, c'est qu'effectivement, il faut quand même réussir à structurer une vision stratégique, une vision haute qui est partagée. Alors, on pourrait dire, c'est évident, la vision haute, c'est on va pérenniser ce qu'on a fait, on va faire pareil à la génération N+1 qu'on a fait à la génération N-1. En fait, quand on regarde bien, c'est jamais le cas. Il y a une réinvention permanente de l'entreprise dans le long terme, fidèle autant que faire se peut à son ADN, puisque ça ne change pas, c'est justement les racines de l'histoire de la famille, l'histoire de l'entreprise, mais il y a une réinvention et une transformation permanente. Donc, une vision stratégique chapeau qui embarque dans la durée, qui donne de la perspective, a besoin d'être formulée. Or, dès que ça faisait partie des non-dits, oui, on a une vision stratégique, et puis quand on interroge les différentes parties prenantes, à la fois dirigeants familiaux, mais aussi collaborateurs clés, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc oui, il faut la développer, la faire vivre, parce que ce n'est pas une dans le temps. Les éléments vont la faire évoluer, ne serait-ce que la reconfiguration de la famille, l'arrivée d'une nouvelle personne, le départ d'autres, pour quelque raison que ce soit. Et cette vision stratégique, on peut pas la nourrir juste de ce qu'on voit à l'intérieur de l'entreprise. On a parlé de la solitude du dirigeant dans un webinaire précédent. C'est là où il y a vraiment un besoin d'ouvrir le champ de vision, se nourrir d'input, de points de vue différents et éventuellement contradictoires, et d'en faire sa propre vision.
comprise, partagée et qu'elle est exprimée de façon cohérente. Donc ça prend du temps, c'est pas en claquant les doigts. Ce qui doit rester fondamental et qui doit être bien défini. Et moi, ce que je vois, c'est que ça marche sur blanc. C'est un peu traditionnel, mais écrire les choses, ça aide à forcer à formaliser. C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qui nous fait que nous sommes plus qu'une collection d'individus? Nous, la famille, et nous, l'entreprise. Donc, il y a toujours ces deux niveaux. À quoi sommes-nous excellentissimes aujourd'hui qui sera pertinent à l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut pérenniser et qui n'est pas une compétence ou une expertise ou un savoir-faire que nous avons dans l'entreprise qui est lié à une temporalité, mais qui est quelque chose que nous allons transmettre, poursuivre, développer. Et ça passe aussi par ce qu'on va appeler en bon français un gap analysis, parce que c'est à ce moment-là que vont se révéler peut-être des points sur lesquels à la fois, alors c'est des compétences, c'est des expertises, des savoir-faire, des expériences, je sais pas, internationales, par exemple, des savoirs dans les nouvelles technologies qui ont besoin d'être complétés. Donc un plan, oui, mais aussi un plan de formation au sens le plus large du terme, de se nourrir d'apports externes, de structurer ça, de le mettre en forme. Et dernier point, qui peut être un déchirement dans certains cas, de dire nous allons monter graduellement en puissance un dirigeant qui va être au même rang que les membres de la famille. Et on va ouvrir le cercle. Donc, et on a vu ça d'ailleurs dans un certain nombre d'entreprises qui ont assuré leur transition justement avec un apport de sang neuf extérieur qui allait un petit peu contre la culture traditionnelle, mais qui se sont déployés grâce à ça. Donc, vision interne, externe, nos missions de compétences et de savoir, éventuellement, et pourquoi pas, aussi nourris d'apports de femmes et d'hommes qui viennent rejoindre. Ce n'est pas le premier cercle familial, mais c'est le premier cercle de management, et c'est eux qui vont embarquer et emporter l'entreprise dans la durée pour les années à venir. Donc voilà les 3 points que je vois un petit peu récurrents comme permettant de préparer cette transition dans les meilleures conditions possibles, sachant encore une fois qu'on ne maîtrise pas l'échéance. Et puis, il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué, je vais me permettre de le rajouter, Jérôme, c'est que on parlait de déchirement, Étienne, tu parlais de déchirement, mais c'est souvent un déchirement pour le dirigeant de passer la main. C'est un projet de vie qui s'arrête. Et pas mal de situations que je pense que vous avez aussi rencontrées, moi j'ai rencontré, en fait, ne partez pas vraiment. Et donc, là, tout à l'heure, mais là, il faut être conscient que c'est pas que de demander aux dirigeants de non seulement préparer sa sortie, mais de l'exécuter et de la réaliser sans amertume, sans frustration et sans frein. Oui, c'est très, très juste. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu ces dernières années, c'est soit effectivement des dirigeants qui, en revanche, s'accrochaient d'une certaine manière à ne pas transmettre parce que c'était effectivement leur bébé et qu'ils avaient beaucoup de mal à faire sa transmission, et ça a donné plutôt des cas très compliqués ensuite. Et j'ai aussi vu beaucoup de cas, effectivement, où je dirais les actionnaires familiaux ont recherché effectivement en dehors de leur cercle familial des dirigeants, et où ça s'est plutôt très bien passé. Et ça a apporté beaucoup de sérénité d'ailleurs au sein des familles. Donc c'est quelque chose qui est souvent ignoré ou pas forcément regardé, mais qui est intéressant. Bon, il y a évidemment des exemples fameux. On pense à Liceo chez L'Oréal, qui est resté finalement dirigeant de L'Oréal pendant 25 ans. Et il y a d'autres exemples. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet exemple. Pour continuer un peu dans notre présentation, un point qui est évidemment en complément de celui que nous avons évoqué là, qui est celui de professionnaliser l'entreprise.
Alors, on peut peut-être regarder d'abord ça sous un angle plus financier, et je laisse peut-être la parole à Étienne sur ce point. Oui. Alors, en fait, ce qu'on observe assez souvent dans les entreprises familiales, c'est que la pression sur les objectifs est un peu moins forte, puisque finalement, l'entreprise est là depuis des générations, pas tout le temps, mais parfois elle a vocation finalement à nourrir une famille, nourrir au sens faire vivre une génération, plusieurs générations même souvent, c'est-à-dire que les enfants dirigent l'entreprise, perçoivent un salaire, les parents ou les grands-parents sont encore actionnaires, perçoivent un dividende, etc. Donc elle a cette vocation presque un peu associative finalement à nourrir un cercle familial et donc sans qu'il y ait une véritable pression d'un actionnaire extérieur, etc. Ce qui fait que dans la pratique, ce sont des entreprises qui sont managées de manière un peu différente, dans lesquelles on ne voit pas souvent de business plan. Business plan qui doit normalement traduire une vision, une stratégie et donc des objectifs qui doivent ruisseler d'un point de vue vertical sur l'ensemble de l'organisation. Et donc, une des méthodes recommandées, effectivement, c'est d'essayer de faire ce travail, de se dire que quand même on a une entreprise familiale et que les choses sont un peu plus souples que dans les entreprises plus classiques avec un capital plus fragmenté, on peut quand même faire cet exercice et se fixer des objectifs comme la plupart des entreprises. Voilà. Patrick, peut-être des points complémentaires? À partir de cette base-là, et pour le reprendre, et là je reviens aussi sur une démarche très, très opérationnelle, en fait, c'est sortir de la conversation qui se tient lors du déjeuner familial du dimanche. Ou de la réunion de famille à l'occasion d'un mariage, voilà, d'un truc. Ce qu'on entend par formaliser le dialogue intergénérationnel, c'est ni plus ni moins que d'avoir la même rigueur que si on n'était pas dans la même famille. C'est-à-dire qu'en fait, de retirer cette dimension, d'une certaine façon, c'est pas évident, hein, mais, et c'est là pour ça que les tiers peuvent être utiles, de retirer cet aspect familial sans l'oublier, mettre un peu de côté, mais d'avoir une relation, ce qu'on appelle les fameux one-on-one, du peer review, en fait des techniques qu'on connaît, je pense que plusieurs d'entre nous les ont pratiquées dans des grands groupes, mais les appliquer de façon un petit peu différente, mais avec de la méthode et de la forme et de la documentation. Il a été évoqué la question de la gouvernance. Là aussi, c'est pas dire que les entreprises sont mal gérées, au contraire. Néanmoins, quand on rentre un petit peu dans le cœur du réacteur des entreprises, dans un cas, on s'aperçoit que le qui fait quoi n'a que pas grand-chose à voir avec ce qui est marqué sur la carte. En fait, parce qu'il y a une relation historique, il y a le cousin tel et tel, le cousin Henri qui connaissait très bien autrefois tel client et s'en occupe encore. Voilà. Donc, une espèce de mélange des genres dont il faut réussir graduellement à s'abstraire, en particulier au niveau des organes de gouvernance, et on peut en avoir plusieurs en dehors du conseil d'administration d'ailleurs, et de leur trouver des rôles très précis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avoir la même... encore une fois, c'est pas un scoop, hein, mais c'est donner de la méthode, donner de la rigueur, donner de la transparence en fait aussi. Et puis, au bout du bout, une technique que j'ai souvent l'occasion d'appliquer, mais avec beaucoup d'entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est si vous vous mettiez dans l'esprit d'aller chercher du financement extérieur, ce n'est pas des campagnes que vous allez faire. Si vous étiez allé faire un round de funding, comment vous présenteriez-vous? Donc, il faut un business plan, il faut une vision, il faut une équipe, il faut une proposition de valeur, il faut des avantages concurrentiels pérennes, il faut un écosystème. Et en fait, en travaillant dans cette logique, dans cet état d'esprit, c'est
je vais aller me vendre, on va vite découvrir quelque chose qui est fascinant, c'est qu'en fait, dans ces entreprises-là, il y a des actifs immatériels cachés Mmh. que tout le monde prend pour argent comptant Mmh. et qui sont révélés. Donc, c'est une des méthodes, c'est pas la seule, mais c'est une méthode qui marche remarquablement bien, parce qu'elle a l'avantage de mettre au clair, à travers ce dialogue, à travers la gouvernance, à travers un plan et une roadmap d'exécution, une démarche qui est en fait hyper structurante et qui permet de quitter un petit peu le champ de l'émotion Mmh. de c'est toi, ma sœur avec laquelle je ne me suis jamais entendu, mais avec laquelle il faut que je m'entende. Là, on va être vraiment dans l'univers pro, autant que faire se peut, encore une fois, autant que faire se peut. Et ça marche vraiment bien. Très, très aligné sur ça. C'est vrai qu'on enlève l'émotion, on est sur du rationnel, on est sur du factuel, et puis on se pose des bonnes questions. Donc, très, très. Marc. Alors, peut-être passons aussi à un élément où là, l'émotionnel a aussi sa part évidemment importante, qui est la part plus patrimoniale. C'est vrai que c'est un sujet où alors, il y a aussi, il faut voir que les dirigeants ne sont pas tous à un même niveau d'information, hein, suivant leur parcours, leur intérêt dans ces sujets. Et donc, parfois, effectivement, ils ignorent qu'à l'occasion d'une transmission, on peut faire des choses peut-être intermédiaires d'une certaine manière, et qui peuvent arriver effectivement à certaines fins sans avoir forcément à tout transmettre. Donc peut-être qu'Étienne, là, vous puissiez nous parler un peu de ces sujets qui sont vraiment excessivement de vos ressorts, de votre ressort. Oui, alors en fait, là, on évoque un cas de figure, mais qui est assez fréquent si on reprend les chiffres qu'on a évoqués au début du nombre de transmissions, enfin du nombre d'entreprises familiales qui sont à la énième génération. Là, finalement, on s'intéresse au cas où vous êtes un dirigeant qui avait fondé une entreprise, donc vous êtes la première génération finalement de cette entreprise, et vous arrivez à l'âge où vous allez devoir la transmettre. Et finalement, vous regardez derrière vous, vous avez créé un patrimoine qui est significatif, ou en tout cas, vous avez vraiment cette notion de l'effort qui a été accompli pendant toutes ces années pour créer quelque chose qui a une valeur. Et vous voulez le transmettre à vos enfants, mais à la fois, vous avez quand même envie de réaliser une partie de ce patrimoine, et donc de réaliser ce qu'on appelle un cash-out dans le jargon, c'est-à-dire de percevoir une somme d'argent quand même à l'occasion de cette transmission qui va venir matérialiser ces années ou ces dizaines d'années d'efforts, de labeur et de réussite et de succès finalement. On a souvent l'impression que c'est incompatible, c'est-à-dire que la transmission familiale, c'est finalement une donation absolue de tous ses actifs à ses enfants ou à sa famille. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des transmissions familiales qui sont un peu plus hybrides, c'est-à-dire qui sont réalisées tout en permettant à la génération qui transmet de réaliser un peu de cash-out. Alors évidemment, en général, si on transmet à ses enfants en leur faisant payer l'ensemble de l'entreprise, ça s'appelle plus forcément une transmission, ça s'appelle plutôt une transaction ou une cession. Donc on essaye quand même, enfin c'est des projets qui sont un peu plus équilibrés, qui sont un peu plus doux, mais on peut quand même faire les deux. Notamment, on peut se poser la question de savoir si un fonds d'investissement peut venir faire le lien un peu de cette transmission, c'est-à-dire qui va permettre à la fois à la personne qui va transmettre de réaliser ce fameux cash-out, et qui va aider en fait les enfants un peu à reprendre sans mettre forcément en danger l'entreprise familiale, c'est-à-dire un fonds d'investissement qui va plutôt être minoritaire, et c'est le troisième point. Dans ces cas-là, on essaye de privilégier un fonds qui va avoir finalement peu d'impact sur la gouvernance, qui va jouer un rôle de sponsor financier, mais qui ne va pas forcément venir mettre trop son nez dans la gestion, et qui va avoir des fonctions opérationnelles qui vont être limitées. En tout cas, nous, on trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant et intéressant, puisque malheureusement, moi, j'ai la conviction qu'il y a certaines transmissions familiales qui n'ont pas été réalisées pour ces problématiques-là, parce qu'il y avait quand même des enjeux, des vrais enjeux patrimoniaux à gérer, et qu'aucune alternative était possible. Ce qu'on a pu observer et qui fonctionne aussi très bien dans ces cas-là, c'est d'essayer de gérer ça avec des banques, puisque une banque a le mérite
Alors, à l'inconvénient d'être assez regardante, assez exigeante, de ne pas vouloir prendre beaucoup de risques. Et c'est pour ça qu'on ne la paye pas très cher, finalement, la banque, enfin, en termes d'intérêt. On la rémunère à des taux assez faibles. Elle a en revanche l'énorme avantage de n'avoir absolument aucune vocation à diriger une entreprise, à mettre son nez dedans. Et donc, on essaye, nous, au maximum, dans ces cas-là, de construire des projets avec des banques pour limiter ce risque lié à la détention du capital et que ça reste bien une entreprise familiale, tout en permettant aux personnes qui transmettent de réaliser ce fameux cash-out. Et donc, pour conclure sur ce sujet-là, on en revient aussi à la gouvernance, puisque souvent les banques, on a l'impression que l'entreprise familiale, c'est une garantie pour une banque, puisque ça traduit cette forme de stabilité, de pérennité. Et en réalité, les banques aujourd'hui sont quand même un peu plus regardantes et négligent pas pour autant la gouvernance. Et c'est pas parce que vous êtes le fils du patron que vous savez forcément gérer l'entreprise qu'il a fondée correctement. Et donc, on revient sur ces sujets de gouvernance, d'équilibrage. Les banques demandent en général un peu comment sera gérée la société après. Est-ce que finalement le parent qui la transmet sera encore dans les parages? Est-ce qu'il y aura une gouvernance assez collégiale avec peut-être des dirigeants aussi externes qui vont venir et qui vont assurer cette transmission douce voilà, et qu'un enfant ne se retrouve pas finalement seul face à sa montagne avec comme défi de pas faire moins bien ou de pas détruire finalement tout le patrimoine qui avait été créé par ses parents ou ses grands-parents. Parce qu'il y a une parfaite transition, justement, sur le comment accompagner la transition. Moi, je note en tout cas de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, bien au contraire, entre transactions financières et transmission opérationnelle. Au contraire, les deux peuvent se combiner avec intelligence. Oui. Maintenant, évidemment, cet accompagnement est important. Je laisse plutôt la parole là, ici, à Patrick, peut-être. Et je rejoins juste pour rebondir, et c'est justement, si on veut réfléchir à ces options, d'utiliser effectivement un appui bancaire, de faire rentrer un fonds, non pas un fonds prédateur, parce que parfois les fonds ont une image absolument épouvantable. Dans la vraie vie, des fonds peuvent en particulier aider la nouvelle génération à emmener l'entreprise vers un nouvel horizon. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête un cas très, très concret qui est justement ça. La génération qui va prendre les rênes, et c'est orchestré par le dirigeant qui prépare sa sortie, a aussi envie non seulement de faire pas moins bien qu'avant, mais vraiment d'embarquer l'entreprise plus loin. Il y a un terme qu'on a oublié, mais qu'on ne va pas oublier jusqu'au bout, c'est les collaborateurs. La responsabilité, bien sûr, de la famille, c'est de s'occuper de son capital, de son patrimoine, mais en tant que propriétaire pour tout ou partie de l'entreprise, il y a une responsabilité humaine, sociale, vis-à-vis des collaborateurs qui doivent faire partie de toute cette histoire. Et c'est pour ça que le plan stratégique que j'évoquais précédemment, il faut le bâtir avec les collaborateurs concernés, avec un input de leur part. Quand bien même ils ne sont pas membres de la famille, il faut les embarquer là-dedans. Concrètement, le plan de succession, oui, il y a une checklist. C'est un petit peu la checklist avant le décollage. Hein, pour ceux qui font du pilotage, ils savent très bien ce que c'est. Même sur des avions légers ou des planeurs, il y a une checklist à dérouler. C'est pour ça que je parlais d'impliquer l'équipe de management clé. On sait très bien, et ça, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, que les plans, la vraie vie n'est pas conforme au plan. En revanche, on sait que si on ne fait pas un plan, il n'y a aucune chance qu'on arrive à bon port. J'ai eu la chance, j'étais sur le bateau de Quito de Pavan, juste avant son départ de la route du Rhum, en novembre dernier à Saint-Malo. Et je lui ai demandé, mais Quito, pourquoi tu fais un plan de routage? Parce que tu sais que ce n'est pas celui que tu vas respecter. Et il me dit, mais si je ne fais pas de plan de routage, je vais me planter ou je vais arriver dernier de la course. J'ai besoin d'un plan, je vais l'actualiser, mais il va me forcer à me mettre à préparer quelle voile on va sortir au passage de la pointe du Raz, où est-ce qu'on va démarrer. Après, on va adapter. Et on va l'adapter, notre plan de routage, en permanence. Mais au moins, on a un plan et on sait
en fait jouer avec ce plan. Donc c'est exactement ce qu'on a, cette démarche d'agilité et de un plan, c'est pas un truc qu'on fait, qu'on met au placard et qu'on ressort 5 ans plus tard. C'est un corpus vivant qui donne cette trajectoire, cette vision dans le temps qui est très propre aux entreprises familiales et qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs avec les entreprises asiatiques. Et ce matin, j'étais avec un dirigeant d'entreprise japonais et on discutait justement de la différence du rapport au temps entre les dirigeants japonais et ce qu'ils trouvent en France dans les entreprises non familiales. Et je lui dis, mais tu vas retrouver ça dans l'entreprise familiale. Le rapport au temps, je prépare la génération d'après. Après, pour y arriver, il y a plein de méthodes. Il semble qu'une qui fonctionne vraiment pas mal du tout et qu'on peut recommander parce que beaucoup d'études ont été faites là-dessus, c'est s'organiser pour faire rentrer de façon sélective et constructive des points de vue, des expertises différentes, différents secteurs d'industrie, différentes situations de maturité d'entreprise, différents aspects géographiques aussi, parce que cette dimension géographique est importante. Après ça, il y a un second volet qui est, je reviens à un raisonnement presque financier d'Étienne, c'est-à-dire on va regarder ça comme des options et on va travailler sur différentes options. En fait, ça s'appelle le scénario et de regarder sur différents scénarios d'évolution stratégique. Et là, il faut en débattre et se faire challenger par des tiers de compte. On peut tout mettre sur la table. Il n'y a pas de jugement, mais il y aura vraiment du sparring partner. Hein, c'est comme ça qu'on s'entraîne à la boxe. Et puis, in fine, c'est un projet. Ce n'est pas un plan. Un plan, à la limite, le plan n'est pas le sujet. Je reviens sur Tito de Pavan, qui est mérite, eh ben, c'est du pilotage permanent, c'est de l'actualisation, c'est du rafraîchissement, c'est la remise en contexte, la crise Covid, la guerre oblige évidemment à remettre ça à plat et ce sera permanent. Donc c'est vraiment cet aspect à la fois long terme, court terme, le faire en interne, se faire nourrir sa réflexion, la mettre au carré, l'écrire, et la faire vivre, ben en fait, c'est quoi? Oui, c'est un projet, mais c'est un projet stratégique et qui peut être celui qui va être la clé de la pérennité de l'entreprise. Et encore une fois, je finis sur ce thème-là. Oui, c'est l'entreprise familiale, mais c'est d'abord une entreprise et c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise et le dirigeant, la dirigeante le doit bien à ses équipes. Pour moi, c'est important. Non, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que ce plan de succession, c'est aussi comme un plan des risques ou un plan de crise. On sait très bien qu'il faut s'adapter, donc il est forcément agile. Donc on aiguille les choses, mais derrière, effectivement, on va s'adapter et adapter ce plan quasiment en permanence au gré des événements, des hommes, des enjeux qui évoluent. Et effectivement, j'ai noté aussi cette notion de regard croisé. Il se trouve que justement, le regard croisé, c'est ce que nous appliquons nous beaucoup au Collège du Dirigeant. Le Collège du Dirigeant réunit plus de 300 advisors, dont vous faites partie d'ailleurs. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir entourer, inspirer, éclairer, challenger le dirigeant, justement avec des sommes d'expériences multiples, donc ce qu'on appelle un regard croisé, un regard aussi à 360, et tout cela avec finalement une relation de confiance, en indépendance et sans émotion. Donc on voit qu'on rejoint vraiment complètement les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, puisque justement, si on veut penser une transmission, penser une succession, il faut pouvoir le regarder de manière la plus indépendante possible et la plus neutre et non émotionnelle possible. Donc c'est pour ça qu'on prône, nous, au Collège du Dirigeant, le fait de monter des advisory boards, ou on appelle ça en français des comités consultatifs ou stratégiques, mais qui peuvent être dédiés spécifiquement, pourquoi pas, à un enjeu en particulier. Ça peut être celui de la transmission. On a eu des cas, effectivement, où on a accompagné des entreprises sur ce sujet-là, où on accompagne à la fois le ou les dirigeants actuels, mais aussi la nouvelle génération. Donc c'est des deux côtés, et c'est ça qui est aussi d'ailleurs assez passionnant, c'est faire cette transition générationnelle. Donc ça, c'est ce que nous essayons de faire effectivement au Collège du Dirigeant, donc monter ces boards indépendants pour effectivement être aux côtés du dirigeant, l'aider finalement à réfléchir, à prendre des décisions de manière très sereine, quels que soient finalement les moments
de vie de son entreprise. Voilà. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez un mot conclusif aussi à ajouter. Moi, j'ai été ravi de vous entendre. J'ai trouvé ça passionnant. Merci en tout cas beaucoup à vous deux. Nous serons évidemment ravis aussi de prendre vos questions après ce webinaire, et vous pouvez naturellement nous contacter à tout moment. Nous avons notre site, lecollège-du-dirigeant.fr, et cet email si vous souhaitez évidemment nous contacter. Un grand merci à vous tous, et on se dit à une prochaine fois. Merci à tous. Merci et à bientôt. Au revoir.